Bonjour à tous et bienvenue à Medfeld. Le Medfeld des retrouvailles, nous sommes tous heureux de nous retrouver ici. Je suis avec mon camarade Dany Lanoé, chargé de mission pour Interbio Occitanie. Je suis désolé, je suis un peu perturbé par l'écho, ça baisse. Merci, vous voyez, c'est vraiment du direct. Dany, je te charge de nous présenter le premier débat de cette première journée de Medfeld 2022. Merci Olivier. Donc pour ce premier débat, une rapide présentation un petit peu du contexte. L'Italie, l'Espagne et la France sont les trois premiers producteurs bio en Europe. Ça représente à peu près 45% des terres cultivées en bio. Ils ont des marges de progression différentes et constantes. La France, elle est le seul pays avec une marge d'augmentation à 2 chiffres de ses terres ou de son nombre d'exploitations. Elle fait face à un marché de consommation plus attentif à ses choix, dans un contexte de multiplication de labels, de qualité, de réduction de son pouvoir d'achat, et d'augmentation généralisée des matières premières. Bon, bref, les consommateurs français, ils opèrent donc des arbitrages sur leur choix à la fois de leurs achats au quotidien. Et on observe aussi pour certaines filières un recoupement des courbes de production face à celles de la consommation qui peut stagner. Donc qu'en est-il des filières des fruits et légumes bio? Les consommateurs vont-ils choisir comme variable d'ajustement l'achat et la consommation de fruits et légumes bio? C'est ce que nous allons voir au travers des échanges avec les professionnels qui nous font le plaisir. Et encore merci de participer à cette table ronde, dont Madame Cécilia Célérette qui représente l'Interfel pour l'interprofession qui rassemble l'ensemble des métiers de la filière fruits et légumes frais, y compris de la gamme bio. Cécilia, vous êtes directrice adjointe pour les stratégies filières internationales et affaires juridiques. Bonjour Cécilia. Madame Florence Rossillon, directrice générale du CNIPT pour le Comité national interprofessionnel de la pomme de terre. Pour rappel, donc, le CNIPT, c'est l'organisme interprofessionnel du secteur de la pomme de terre vendu sur le marché du frais. Bonjour Florence. Et nous avons aussi Monsieur Dorian Fléché qui n'est pas avec nous physiquement mais en visio. Je ne sais pas si on le voit. Normalement, il est connecté. Il est chargé de l'Observatoire national de l'agriculture biologique à l'Agence Bio. Donc l'Agence Bio qui a comme rôle de communiquer, d'informer les grands publics, développer et approfondir l'Observatoire national de l'agriculture biologique, mais aussi gérer les notifications des producteurs et autres opérateurs certifiés. Et enfin, de la gestion de la marque AB à des fins de communication. Olivier, il est là, il est présent. Bonjour Dorian, merci. Olivier, je te passe la parole. Dorian Fléché, bonjour, merci d'être avec nous. Donc vous êtes en visio depuis les bureaux de l'Agence Bio à Paris, je suppose. Ah, on ne vous entend pas. Oui, là c'est bon, c'est bon. On vous voit et on vous entend, c'est parfait. Merci, super. Bon, mais merci d'être avec nous. Dorian, donc je ne sais pas si vous avez pu entendre l'introduction faite par Dany. Le but est de faire un peu un état des lieux de la production et de la consommation des produits biologiques en général et évidemment avec un zoom sur les fruits et légumes frais. On vous écoute. Ok. Alors nous sommes sur les productions des fruits et légumes bio en France. Tout à fait. Donc, simplement pour vous montrer en fait la dynamique qui aujourd'hui est plutôt bon signe et signe de bonne santé de notre secteur en termes de croissance des surfaces engagées en légumes, donc hors légumes secs, et en fruits, on comprend également les fruits à coque. Ce qu'il faut retenir de ces deux diapos, d'une part, c'est la dynamique très forte de ces 5 dernières années qui a permis de doubler les surfaces engagées en 5 ans, et également le fait que chaque année on ait 5000 hectares supplémentaires de légumes, 10 000 hectares supplémentaires en fruits. Et ce qui est aussi intéressant, c'est de voir qu'en légumes, en fait, on va avoir une croissance qui va être de surface qui va être directement en agriculture biologique, donc sans passer par la certification. Donc ça traduit deux choses, les maraîchers qui s'installent directement sur des terres bio, mais également les surfaces qui rentrent dans des rotations. Alors qu'en fruits, on va avoir cette vision à plus long terme, et c'est ça qui va être intéressant en fait à cultiver, cette vision à long terme, à 3 ans,
grâce à cette période de conversion. Et on voit bien qu'aujourd'hui, donc là c'est les données 2020, mais sur 2021 on a une tendance qui se maintient. On est en train de finaliser les chiffres, on les publiera le 10 juin prochain lors d'une conférence de presse pour avoir le détail par espèce de ce qui s'est passé en 2021. Mais très concrètement, les premières tendances nous confirment cette croissance forte des deux en légumes et en fruits. Donc c'est encore une fois un mode de production allez-y. Producteur et donc qui à long terme nous propose une offre locale, bio, qui se renforce. Voilà. Denis, est-ce que tu peux passer à diapo? Non, alors juste, je voudrais revenir sur la... Voilà. Merci, Dani. Dorian, juste pour être clair, la courbe, c'est des hectares et les bâtons, c'est les nombres de producteurs, c'est ça? Pardon, oui, tout à fait. C'est pas très clair. Oui, c'est ça, exactement. Bon. Voilà, on peut continuer. Donc on atteint 12 000 producteurs qui sont engagés en bio fin 2020. Sur le marché, on a un peu cette même tendance ces 5 dernières années, avec une croissance de 1 milliard d'euros en gros chaque année. On atteint 13 milliards d'euros en 2020, si on inclut les achats de la restauration collective, qui sont un vrai levier pour nous à l'agence. Ce qu'il faut comprendre aussi et ce qu'il faut entendre, c'est qu'en 2021, on a un marché qui va stagner. C'est les premières tendances qu'on arrive à obtenir au travers de nos enquêtes auprès de l'ensemble des opérateurs. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est que sur ces 5 dernières années, on a une croissance qui a été portée par les fruits et légumes frais, mais également et surtout par des produits transformés, notamment l'épicerie. Voilà, sur les fruits et légumes frais, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les circuits de distribution sont diversifiés et on prend la grande surface qui va distribuer plus de la moitié de l'épicerie. En fruits et légumes, c'est pas le cas. On va avoir un tiers de la valeur qui est distribuée par la grande distribution. Un autre tiers par la vente directe. Là aussi, on a un levier important de développement. Et sur les magasins spécialisés, là, on est à quasiment 40% de la valeur distribuée. Donc c'est vraiment sur ces 3 piliers, ces 3 circuits de distribution qui font un peu la force et aussi la résilience du secteur des fruits et légumes face à des produits comme le lait ou les œufs qui ont connu une forte en grande surface en 2021. Sur la diapo suivante, ce que je voulais vous montrer, c'est simplement à quel point le secteur alimentaire a été bousculé par la crise sanitaire. En bleu, vous avez la croissance de la consommation alimentaire des Français en général, bio et non bio. Et donc on voit bien qu'en 2020, les confinements, le télétravail a forcé les Français à acheter un peu plus à manger. Et qu'en 2021, on retrouve peut-être, pas tout à fait, mais une valeur d'achat normale. Et donc par contre, là c'est la consommation à domicile. Consommation à domicile, pardon. Tout à fait. Et par contre, nous, ce qu'on va constater là sur nos premiers résultats, c'est que finalement, le bio va baisser également, mais un tout petit peu moins vite que l'ensemble, et donc maintient sa part. Donc là, c'est la courbe verte, au-delà des 6% de la consommation alimentaire. Voilà, je ne sais pas si je suis clair, mais voilà. En tout cas, c'est de montrer qu'il y a aussi un effet crise sanitaire qui complique la lecture des chiffres. Si on s'intéresse aux consommateurs, donc nous on interroge 2000 consommateurs tous les ans en fin d'année, et donc à fin 2021, on s'aperçoit que la confiance est toujours là. On a un consommateur bio confiant avec un indice une note de 1 à 10, la confiance, et on a une note qui progresse, un label AB qui est celui qui est le plus connu des Français avec le label rouge, 88% des Français le reconnaissent. On a des motivations qui sont toujours fortes et qui se maintiennent, avec 53% des Français qui citent la santé comme une motivation pour acheter bio, l'environnement, la santé propre,
l'environnement bien sûr, le goût des produits qui a progressé ces dernières années. Et ce qui est notable sur le 2021, c'est la baisse de cette motivation qui n'en est pas vraiment une, c'est le fait de trouver des produits bio, d'avoir une disponibilité des produits bio là où on fait des achats. Donc, on passe de 39% en 2020 à 32% des Français qui citent cette motivation. Et on va voir, enfin, j'en parlerai un petit peu à la fin, mais il y a un enjeu en fait de l'offre des produits bio et auprès du consommateur. Et c'est ça qui a porté l'ensemble de la croissance sur ces 30 dernières années. Donc, on a un consommateur qui est confiant, oui, mais qui est toujours exigeant. On a des freins qui sont forts, qui sont toujours présents dans ce baromètre. Le prix, bien sûr, il est cité quasiment systématiquement. 70% des Français le citent comme un frein. Mais ce qui est étonnant, enfin, moi, ce qui m'a un petit peu étonné à la lecture des chiffres, c'est qu'on n'avait que 59% des nouveaux consommateurs, consommés depuis moins d'un an, qui citaient le prix comme un frein. Et c'était plutôt chez eux le fait qu'ils ne pensent pas à acheter bio qui était le frein. C'est la dernière ligne. Ils ne pensent pas à 33% chez ces nouveaux consommateurs. Il y a aussi des éléments qui sont assez qui interpellent. On a quand même 42% des Français qui doutent que les produits bio soient vraiment totalement bio. Donc il y a vraiment un enjeu de communication, d'information sur ces produits. On s'aperçoit également que le local a pris une importance considérable vis-à-vis de cette crise sanitaire, et donc on va privilégier le local non bio à du bio. Et ça, c'est vrai, c'est peut-être moins vrai chez les nouveaux consommateurs, mais c'est plus vrai chez les anciens consommateurs. Et on s'aperçoit aussi, donc, dans la même veine, que l'origine est très importante, et notamment chez les consommateurs bio quotidiens qui font une grosse part du marché bio aujourd'hui. Voilà pour le consommateur. Et je voulais simplement revenir sur un point qui me semble important sur les fruits et légumes, c'est la part des importations. Donc concrètement, nous, ce qu'on a constaté à l'agence bio sur l'ensemble des produits vendus en bio, c'est que au stade de gros, on avait un tiers des achats, enfin pardon, de la valeur qui était importée. La moitié Union européenne, l'autre moitié pays tiers. Et donc ce qu'on constate, c'est que pour les fruits et légumes, c'est que les légumes sont moins importés que cette moyenne nationale, et qu'il y a une vraie prépondérance de partenariat avec des pays de l'Union européenne. Mais par contre, pour les fruits, ce qui se passe, et vis-à-vis de 2015, si on regarde ce chiffre en 2015, on avait 44% de la valeur au stade de gros qui était importée. On est passé à 59% en 2020, et avec notamment une très forte progression et des fruits en provenance de l'Union européenne. Sachant que les pays tiers, la grande majorité de cette barre orange est représentée par la banane. Donc voilà, simplement pour montrer qu'il y a un enjeu aussi au-delà de la perception du consommateur, il y a un enjeu aussi du développement de l'offre française pour le consommateur dans les étals. Sur la prochaine diapositive, je voulais revenir simplement sur les tendances 2022 et un peu les conclusions qu'on peut tirer de ces éléments. Donc on a bien un développement soutenu de l'offre française, et ce pour les 3 prochaines années, c'est quelque chose qui est indéniable. Et contrairement à ce qu'on a pu entendre, on n'a pas vraiment de déconversion massive, on est toujours autour des 5% de fermes qui se déconvertissent. Les premiers mois de l'année 2022 nous montrent une légère progression, mais voilà, c'est pas concluant pour nous. On peut pas dire qu'on va avoir une vague de déconversion. Concernant les conversions également, c'est encore un peu tôt pour conclure. Je pense que dès le mois de juin, on pourra vous donner ces tendances de manière plus détaillée. Mais concrètement, on sent quand même une baisse de dynamique. Là, c'est plus une approche qualitative, dans le sens où les organismes certificateurs sont moins sollicités. Les organismes de développement aussi, qui accompagnent les producteurs dans les conversions, sont un peu moins sollicités que l'année dernière. Donc, c'est des éléments qu'il va falloir confirmer. Donc, c'est une année 2022 aussi pour le marché qui s'annonce assez délicate, parce qu'on l'a vu, on a quand même une dispersion du consommateur
sur d'autres labels. Et il y a un manque d'informations qui transparaît. Donc, il y a un vrai enjeu à réassurer l'intérêt de la production bio et des produits bio en général pour amener le consommateur à y voir son intérêt et aussi à développer l'offre locale pour répondre à ces attentes. Merci Dorian. Du coup, sur l'aspect communication, peut-être on va revenir après. Du coup, merci pour ces chiffres et ces données sur la dynamique. On voit il y a une forte production et finalement en légumes, un tiers de produits importés. Moi, maintenant, je me tourne vers Cécilia de l'Interfel. Du coup, quel est le point de vue de l'interprofession? Quelles sont les évolutions en termes d'importation notamment? Est-ce qu'il y a vraiment une tendance sur ce bio français local? Réorientation aussi des professionnels? Ça aussi, c'est une question qu'on se pose pour s'adapter au marché. Donc, afin de répondre justement à ces consommateurs, voire ces nouveaux consommateurs. Oui, merci Dany. D'abord, je voudrais rebondir un petit peu sur ce que disait Dorian précédemment. Vous précisez d'abord qu'au sein d'Interfel, il y a différents suivis qui sont mis en place au sein du comité bio, où sont regroupés différents professionnels. On fait par exemple à intervalles réguliers et toutes les semaines en été un suivi des produits avec vraiment un focus bio pour suivre les difficultés du marché. On a également bien sûr le suivi du panel Kantar dont je vous donnerai quelques éléments tout à l'heure. On a également une enquête annuelle et c'est à partir de ces éléments-là qu'on pourra vous donner des éléments sur l'importation, qui est une enquête annuelle qui est menée depuis 2011 sur des entreprises de la filière qui permettent d'avoir une idée de la mise en marché des fruits et légumes bio. Et puis on publie chaque année également un observatoire économique où là on regroupe l'ensemble des éléments qui sont disponibles sur les fruits et légumes bio et ces éléments-là sont disponibles sur le site d'Interfel pour les cotisants de la filière. Donc les éléments que je vais vous donner là, les gens pourront retourner les chercher sur le site d'Interfel. Pour rebondir un peu sur ce qui a été dit précédemment, effectivement, on a des difficultés de marché qui sont avérées, que les professionnels nous remontent depuis le courant de l'année 2020, même si on n'a pas vu d'évolution sur la consommation des ménages en 2020, parce que lors des 2 confinements, les gens ont consommé ce qu'il y avait dans le rayon et on a eu une taille de clientèle qui finalement a un peu augmenté avec des gens qui sont allés vers le bio mais qui n'étaient pas forcément des acteurs du bio. Et on se retrouve aujourd'hui en 2021 avec un décrochage qui est assez important par rapport à cette année 2020. Qui aurait peut-être déjà été une année où on aurait senti des difficultés. Pour vous donner quelques chiffres du panel Kantar, le décrochage en 2021 des achats des ménages, il est de l'ordre de 11% en volume, ce qui est très important à l'échelle de nos produits, et 9% en valeur. Sachant que le prix des produits bio n'a augmenté, lui, pour le coup, que de 2%, dans une période quand même d'inflation qui était effectivement importante. Donc ça c'est vraiment le constat. Et quand on creuse un petit peu, effectivement, ces problématiques, on se rend compte qu'en fait, c'est surtout le nombre d'actes d'achat de produits bio qui a diminué. Il a baissé de l'ordre de 2% donc, par rapport à 2020 et de l'ordre de 4% par rapport à 2019. Si 2019, on dit qu'effectivement, c'était la période où les achats commençaient à ralentir, là, on a une baisse quand même du nombre d'actes d'achat qui est importante. Donc des gens qui se sont potentiellement peut-être reportés vers d'autres achats. Néanmoins, on voit que la taille de clientèle, elle est restée stable. On n'a pas réellement perdu de consommateurs. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle de fruits et légumes biologiques. Les consommateurs sont bien là. Peut-être sont-ils effectivement peut-être un peu dispersés sur d'autres moyens d'achat ou facteurs d'achat. Dorian, pardon Cécilia, oui, Dorian nous disait qu'il y avait une forte proportion d'achats en vente directe justement. Donc peut-être que le consommateur qui est un peu perdu chez Kantar, on le retrouverait en vente directe. Oui, on va arriver effectivement à discuter sur la vente directe potentiellement. Nous, dans les achats, Kantar nous dit qu'il y a eu une hausse effectivement de la vente directe en 2021 qui est de l'ordre de plus 14%. Néanmoins, ce circuit de distribution, s'il est plus important pour les fruits et légumes bio que pour le conventionnel, c'est de l'ordre de 10% quand c'est 5% pour le conventionnel. Ça n'est pas le principal mode finalement de commercialisation des fruits et légumes bio. Mais il est effectif que certains circuits de distribution, notamment les magasins spécialisés, ont perdu effectivement peut-être des consommateurs, tout du moins des volumes, qui se sont peut-être redispatchés vers d'autres modes de circuits de distribution. Et c'est en ce sens-là qu'on a une impression de dispersion, de désorganisation peut-être des circuits de distribution, avec de nouveaux acteurs aussi qui arrivent en production, qui désorganisent aussi peut-être les habitudes de, 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 de,
Pour revenir aux chiffres de l'importation, parce qu'on pourrait penser aussi qu'on a moins de consommation, c'est ce que semblent démontrer les chiffres de l'agence bio au niveau fruits et légumes frais pour aller vers l'importation. Nous, les chiffres donc, de cette enquête qu'on fait tous les ans, qui est menée depuis 2011, montrent qu'aujourd'hui, l'importation de fruits et légumes bio ne concerne que 20% des volumes. Ça veut dire que 80% des volumes qu'on achète de fruits et légumes bio, enfin tout du moins qui sont mis en marché sur le marché français, sont bien des produits français. Qui plus est, dans ces 20%, et Dorian l'a bien dit, c'est pour les fruits, essentiellement pour moitié, la banane qui est concernée. Donc, et par ailleurs, on peut dire que ces importations, elles ont plutôt eu tendance à régresser, c'est-à-dire que le marché de l'import souffre énormément aujourd'hui des difficultés de marché. On était à 30% d'importations en 2019 et depuis 2019, ces importations n'ont pas cessé de redescendre et on est quasiment au même niveau qu'on était en 2011 puisqu'elles représentaient à l'époque 18% du total de la mise en marché fruits et légumes. Dans les chiffres qu'on a vus sur l'importation, j'ai l'impression qu'en gros, l'importation de fruits bio en pourcentage est à peu près la même que les fruits au global. En revanche, les légumes, c'est largement en dessous que l'importation globale de légumes. Il y avait 22%, je crois. On est au-dessus en tout légumes. Oui, on n'a pas forcément ces éléments-là dans le cadre de notre mise en marché. On est plutôt sur moitié-moitié, comme on est sur les fruits et légumes conventionnels, puisque finalement, les achats d'un consommateur sont un petit peu les mêmes, pour que ce soit du conventionnel ou des produits bio. On peut se poser la question, effectivement, après, du développement d'autres labels, peut-être se dire que voilà, les consommateurs s'en vont vers d'autres labels. On pense assez rapidement à tout ce qui est zéro pesticide ou cultivé sans résidus de pesticides. Globalement, nous, ce qu'on observe, c'est qu'effectivement, il y a un développement de ces démarches. On a fait une étude récemment pour savoir ce que ça pouvait représenter. Aujourd'hui, ça représenterait 250 000 tonnes d'après le cabinet Trieste-Gressard qui nous a fait cette étude, mais sur 7,8 millions de tonnes. Donc, ça représente très très peu finalement de volume et c'est porté essentiellement sur certains produits comme la tomate. Donc, on estime que bien sûr, il peut y avoir un intérêt. Peut-être que c'est plutôt d'ailleurs un report de la consommation du conventionnel vers ces produits-là, plutôt que du bio vers les produits zéro résidu. Et voilà, on ne pense pas que le consommateur s'en va plus particulièrement, tout du moins c'est pas ça qui peut expliquer aujourd'hui le décrochage. Après, ça peut être effectivement plutôt ce qu'on s'est dit précédemment, plutôt des gens qui s'en vont vers une production locale. Kantar a fait récemment une étude pour savoir si les évolutions des critères d'achat des ménages, qui nous dit qu'effectivement le consommateur aujourd'hui, son premier critère d'achat, ce serait plutôt le local ou le Made in France. Viendrait en deuxième partie tout ce qui est label, donc garantie d'avoir un produit avec une promesse, et seulement en troisième position les critères liés à l'environnement. Donc on voit bien que c'est effectivement un petit peu plus loin. Et nous, dans le baromètre de confiance, c'est vrai que l'agriculture biologique reste très connue du consommateur. Pour nous, c'est 94% des gens qui connaissent le label agriculture biologique. Par contre, on voit qu'il y a une petite baisse de la confiance qui n'est pas très importante. Il y a 67% des gens qui sont confiants quand il y a un label agriculture biologique. Ils étaient 72% l'année dernière. Donc il y a peut-être une petite baisse de confiance dans le label qui est peut-être à prendre effectivement en compte. Ce qui rejoint une info que j'ai relevée dans la présentation de Dorian, qui expliquait que 40% n'avaient pas confiance dans le label bio. Je trouve ça énorme. Oui, on n'a pas forcément ces chiffres-là. On a plus de confiance quand même que ça dans le label agriculture biologique. Mais par contre, ce qu'on constate, et c'est un peu ce qu'on porte nous, c'est qu'on craint qu'il y ait une confusion entre les labels. C'est-à-dire que si les promesses ne sont pas très très claires, bien claires, le consommateur ne s'y retrouve pas et peut facilement effectivement papillonner d'un label à l'autre sans savoir finalement ce qu'il y a derrière. Donc ce que nous on porte, c'est vraiment que les labels puissent avoir des promesses très clairement identifié. Quand on est sur du sans résidu, on est plutôt peut-être effectivement sur des aspects santé. Quand on est sur de l'agriculture biologique, on est vraiment sur des pratiques. On est vraiment sur des bonnes pratiques. On développe des aménités positives, que ce soit pour le climat, la biodiversité, la qualité des sols ou la qualité de l'eau. Et c'est vraiment ça peut-être qu'il faut mettre en avant, parce que les consommateurs de produits biologiques, ils le font pour des raisons qui leur sont bien propres. Et peut-être que c'est ces éléments-là aussi qu'ils souhaitent retrouver derrière l'agriculture biologique. Merci Cécilia. Florence.
Je rappelle que vous êtes directrice du CNIPT, l'interprofession de la pomme de terre. Merci d'être venue parce que l'interprofession des fruits et légumes représente tous les fruits et légumes frais, sauf la pomme de terre. Alors la pomme de terre, ce n'est pas le gros des troupes dans la production biologique, mais ça compte quand même, c'est important. Alors quel est l'état des lieux déjà de la production? Est-ce que vous partagez tout ce qui vient d'être dit sur la stagnation de la consommation et l'augmentation de la production? Alors, pour la pomme de terre bio, donc moi je vais vous parler de choix de production et de choix de consommateurs. Parce que ce sont vraiment des choix qui sont faits à la fois en production et à la fois en consommation. Au CNIPT, la pomme de terre bio est suivie par une commission particulière qui s'occupe et qui travaille sur l'agronomie, sur la recherche et l'amélioration des bonnes pratiques de production, qui travaille sur les prévisions d'emblavement, de récolte et sur la contractualisation. Il faut savoir que la pomme de terre bio est contractualisée entre 60 et 80%, et travaille aussi sur la communication et le marché du bio pour l'information des consommateurs. Alors tout à l'heure, on parlait, les chiffres de Dorian sur les terres cultivées en bio. Donc la France fait partie du trio de tête européen de la production de pommes de terre bio. Alors l'Allemagne est loin devant avec un peu plus de 11 000 tonnes, mais la France est derrière avec environ 4 000 tonnes, à peu près à égalité avec le Danemark, avec l'Autriche. Sur une production totale de pommes de terre? Pardon? Sur une production totale de pommes de terre? Effectivement, sur une production totale de pommes de terre de plus de 150 000 hectares. Pas seulement en frais, en frais et en industrie. Donc ça représente 3% des surfaces, ça représente 3% des volumes récoltés, et ça représente à peu près 4% des volumes achetés et environ 7% en valeur des productions de pommes de terre achetées par les consommateurs français. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'offre en France de pommes de terre bio, elle est à 85-90% française. Donc elle est essentiellement française. Et d'ailleurs, comme pour les pommes de terre conventionnelles, et d'ailleurs le consommateur ne s'y trompe pas et achète essentiellement les produits français. Donc, au début de la crise, la pomme de terre bio, comme beaucoup de produits, a profité de l'engouement du local, des petits magasins, du acheté français, de la souveraineté alimentaire et des achats responsables. Donc, au début du confinement, la pomme de terre a vraiment beaucoup profité, d'une manière générale, et en particulier la pomme de terre bio, de cet engouement des consommateurs. Aujourd'hui, on voit un très net tassement de la consommation des pommes de terre bio. Au premier trimestre 2022, la consommation de pommes de terre bio a baissé de 14% par rapport à la même période l'année dernière. Et ce qui est un peu plus embêtant, c'est qu'elle a baissé encore plus par rapport aux mêmes périodes dans les années précédentes. Donc, effectivement, il y a des questions qui se posent sur la désaffection qu'il peut y avoir vis-à-vis de la pomme de terre bio. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont les circuits spécialisés en bio qui ont le plus baissé. La GMS, au contraire, a plutôt élargi et augmenté son offre en bio, et notamment par le recrutement de nouveaux consommateurs. On a eu un recrutement de 5% des foyers français entre 2015 et 2020, et ils se sont essentiellement tournés vers des pommes de terre bio en GMS. Mais on reste quand même à seulement un foyer sur 10 qui achète des pommes de terre bio en France, donc ça reste quand même très très limité. Il y a peu de consommateurs, mais il y a peu de production aussi. Alors qui tire l'autre ou qui empêche l'autre de progresser? Il y a aussi des techniques de production compliquées pour faire de la pomme de terre bio. Je disais que c'était un choix de culture. Ce qu'il faut savoir, c'est que la pomme de terre fait partie des grandes cultures et donc fait partie des cultures de rotation. Une exploitation qui veut faire de la pomme de terre bio, il faut qu'elle passe une grande partie de l'ensemble de son exploitation en bio, donc aussi les céréales, les autres cultures qu'elle a. Donc effectivement, ça peut être un frein à la culture, mais on enregistre quand même un certain nombre de conversions et une volonté des producteurs de produire en bio, notamment en pommes de terre de primeur, qui sont des pommes de terre qui sont plus proches du maraîchage. Une des raisons pour lesquelles
pense qu'il y a un frein sur la consommation de pommes de terre bio, c'est le prix. Tout à l'heure, Dorian disait que le premier frein, c'est le prix, et le deuxième frein, c'était le manque de présence à l'esprit. Pour le bio en général, c'est le cas en tout cas pour les pommes de terre bio, dans l'enquête usage et attitude que nous avons fait en 2021. Donc pour lever ces freins, il faudrait pouvoir proposer des pommes de terre bio à un prix plus avantageux. Néanmoins, l'année 2021 a quand même un petit peu remis les pendules à l'heure au point de vue de la production de pommes de terre bio, parce que c'était une année de forte pression mildiou, avec beaucoup de pluie. Et donc on est arrivé à une certaine limite sur les capacités de production, le mildiou étant le principal ennemi de la pomme de terre en général, et de la pomme de terre bio évidemment. Et du coup, une augmentation forcément des coûts de production, et cette augmentation se reproduit sur l'augmentation des coûts aux consommateurs. Ce qu'il y a aussi, donc sur la... oui, je voulais dire quelque chose là-dessus. Bon, je ne sais plus. Donc le frein, oui, un autre frein à la consommation, c'est que le consommateur achète avec les yeux. Et si 86% des consommateurs ne voient pas d'inconvénient à ce qu'il y ait un peu de terre sur les pommes de terre, en revanche, le côté esthétique de la pomme de terre joue encore beaucoup, et ça peut être un frein à l'achat chez les consommateurs, sauf chez les très militants bio. Mais pour les consommateurs urbains, ils achètent beaucoup avec les yeux. Pour ce qui est de la production, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le consommateur, d'une manière générale, a très confiance dans la pomme de terre. Et donc, il ne se dit pas qu'il y a une réelle différence pour lui. Il peut y en avoir une pour l'environnement, bien entendu, mais pour lui, il ne se dit pas qu'il y a une réelle différence à acheter des pommes de terre bio. Et c'est d'autant plus vrai qu'aujourd'hui, il y a eu l'interdiction d'une molécule chimique pour l'antigerminatif, et que la plupart des pommes de terre qui sont vendues avec un antigerminatif le sont avec un antigerminatif autorisé en bio, que ce soit l'huile de menthe ou l'huile d'orange. Donc la différence ne saute pas aux yeux des consommateurs qui, du coup, comme ils ont déjà confiance dans les pommes de terre, ne se disent pas j'ai forcément besoin d'avoir une pomme de terre bio. Néanmoins, bon, on s'occupe de consommation et de consommation en pommes de terre, et effectivement, on voudrait bien pouvoir relancer et redynamiser la consommation des pommes de terre bio. Merci Florence. Peut-être effectivement on parle de redynamisation, donc il y a besoin à la fois pour la pomme de terre, à la fois pour les fruits et légumes. On sait que le gouvernement a appuyé du coup via une campagne de financement des fruits et légumes bio, et du bio en général, donc qui devrait avoir lieu cette année, du coup avec à peu près 1 million d'euros. Bon, quand on voit les chiffres qui ont été rappelés du marché national qui est à 13 milliards, on peut se poser la question, c'est bien, mais c'est nécessaire, mais est-ce que c'est suffisant du coup? Du coup, je redonne la parole à Dorian pour nous en dire un peu plus sur cette campagne de communication, comment elle va avoir lieu, est-ce qu'elle va avoir les effets escomptés de cette relance aussi, et pourquoi pas justement d'aller chercher des nouveaux consommateurs bio? Merci Dany. Oui, clairement, 1 million d'euros, c'est beaucoup, mais en fait c'est très peu. Quand je discutais avec ma collègue, elle me disait qu'une campagne télé, c'est 4 millions d'euros. Donc avec 1 million d'euros, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous, en fait, à l'agence bio, l'objectif, c'est d'avoir une plateforme multipartenariale de collaboration, et de pouvoir avoir un effet de levier. Et donc la première idée de cette campagne, c'est d'avoir une campagne transversale, je laisserai compléter ma collègue d'Interfel, pour justement pousser les autres structures, et notamment les interprofessions, à communiquer sur des valeurs de l'agriculture biologique qui sont un peu génériques, quoi, et pas uniquement sur le produit lui-même, sur une bouteille de lait, sur un fromage. Non, l'idée c'est de dire, voilà, qu'est-ce que peut apporter l'agriculture biologique en général aux consommateurs,
et de pouvoir s'appuyer sur des outils existants, des interprofessions notamment, mais d'autres des partenaires de l'Agence Bio. Et donc c'est vrai que c'est un peu notre rôle en Agence Bio en tant que structure privée et publique d'aller impulser à travers un petit peu d'argent et un petit peu de moyens humains cette dynamique collective auprès du consommateur. Donc très concrètement, cette campagne elle va être lancée sur la fin du mois de mai. Et donc, ça va être des outils qui vont être mis à disposition de nos partenaires avec des messages qui vont être des éléments de langage, des messages qui vont être prédéfinis et qui vont permettre d'avoir une uniformité en fait dans cette communication. Okay, merci Dorian. Donc du coup, je me retourne vers Cécilia. Pour Interfel, vous êtes partie prenante de cette campagne de communication. Comment vous allez la relayer spécifiquement au niveau des fruits et légumes? Et puis après, est-ce que vous en attendez aussi? Est-ce que ça va avoir cet impact qu'on pourra mesurer peut-être en fin d'année, quoi? On attend beaucoup effectivement de cette campagne de communication et on est ravis qu'il y ait eu des fonds de débloquer au niveau de l'État pour pouvoir permettre justement de rebooster l'agriculture biologique et le remettre sur le devant de la scène. Les interprofessions sont effectivement partenaires et vont décliner les messages qui ont été définis avec l'agence bio pour spécifiquement les fruits et légumes. Interfel est une des interprofessions qui va le plus participer financièrement au soutien de cette action de communication et ça viendra renforcer toutes les actions que nous faisons également déjà au sein de l'interprofession parce que nous donnons tous les ans une dotation aussi à l'agence bio pour les actions de communication qui sont faites envers le grand public et nous menons également des actions au niveau de la filière pour également favoriser la mise en avant du produit de l'agriculture biologique. On a notamment lancé en début d'année un programme avec le CNIEL. Avec l'interprofession laitière. Voilà, l'interprofession laitière, exactement, qui va être déployée jusqu'en 2024, qui a pour objectif de sensibiliser les professionnels de la filière, les acteurs de la distribution, de la RHD, aux spécificités vraiment des produits bio. On l'a répété tout à l'heure, il y a vraiment des spécificités de cette agriculture biologique à mettre en avant. Donc ça, c'est quand même un gros programme qu'Interfel lance. Et puis, on est aussi présent sur différents salons pour relayer les messages de l'agriculture biologique. Florence, le CNIPT participe aussi à cette campagne? Oui, le CNIPT est également partenaire à la fois de l'agence bio d'une manière générale et cette campagne en particulier. Donc l'objectif est que cette campagne puisse démarrer le 22 mai, qui est la journée mondiale de la biodiversité, pour durer pendant environ 3 semaines à 1 mois. Donc avec effectivement une campagne ombrelle de l'agence bio et des déclinaisons dans les différentes interprofessions. Et le CNIPT fait partie de ces interprofessions parce qu'effectivement, il est urgent d'augmenter la demande et la consommation de la pomme de terre bio en frais parce qu'elle ne tire pas assez. Et il ne sert à rien de produire des pommes de terre bio ou des fruits et légumes bio si nous n'avons pas de consommateurs. La demande et l'offre doivent vraiment être en concordance, comme pour tous les produits agricoles. Le marché étant très incertain, les prévisions d'emblavement sont aujourd'hui stables, peut-être même avec une légère baisse. Et pour parler de l'industrie, les industriels sont un peu divisés sur ce qu'il convient de faire. Certains souhaitent augmenter les contrats qu'ils ont pour faire un peu plus de pommes de terre et de chips bio. D'autres veulent maintenir et d'autres ont carrément jeté l'éponge. Donc le marché reste très très incertain à cause de cette demande qui manque. Elle va prendre quelle forme cette campagne Dorian? Vous êtes là? Dorian. Ou Florence, elle va prendre quelle forme cette campagne? Alors, cette campagne, nous sommes en train de discuter avec les autres partenaires de cette campagne sur le choix des messages. Ce qui est important pour le CNIPT en tout cas, c'est que le message soit vraiment autour du choix de production et du choix des consommateurs de préférer ou proposer pour les producteurs et préférer pour les consommateurs le bio. Et que c'est vraiment un choix
de production, un choix pour la terre, un choix pour l'environnement, que fait le consommateur aujourd'hui et dans le futur. Donc, on est en train de discuter sur les messages. Rien n'est encore totalement arrêté. Mais, un choix pour la terre, c'est un beau slogan. Pardon ? Un choix pour la terre, c'est un beau slogan. Il y a plusieurs slogans qui sont en discussion. Effectivement, ça qu'on recherche, bon, on est effectivement en discussion, c'est pour ça qu'on ne peut pas vous dévoiler davantage d'éléments, Olivier, et on en est vraiment désolé, mais sachez que ça se met en place, mais c'est vraiment, voilà, repartir sur les messages de la bio, être très clair pour le consommateur, qu'il sache pourquoi il achète un produit bio, et c'est très important parce que le message et la pédagogie, c'est ce qui fait le consentement à payer. On a parlé tout à l'heure de prix, la difficulté c'est quand même le prix. Il faut que le consommateur sache pourquoi il fait cet achat-là et on arrivera peut-être à redéployer. On a une génération, notamment dans les jeunes consommateurs, hein, qui est très intéressée par l'environnement. Il faut absolument qu'on aille toucher aussi ces publics-là, qui sont les acheteurs de demain. Et pour la bio, c'est vraiment quelque chose d'important. Et juste pour terminer, je voudrais ajouter qu'au niveau d'Interfel, on a une étude actuellement qui s'appelle Adéquation offre et demande, où on essaye de comprendre justement comment on peut faire en sorte qu'on ait une bonne adéquation, parce qu'il faut bien voir également que si sur certains produits aujourd'hui on a des difficultés de marché, il y a certains produits sur lesquels on a des problèmes d'offres et pour lesquels il y a une demande. Donc il y a aussi un travail à faire là-dessus. Il y a des produits qui doivent être développés en bio qui ne sont pas suffisants aujourd'hui. Et sur les leviers de consommation, on va travailler dessus pour voir justement au niveau des messages qu'on peut porter au-delà de la campagne de communication, quels sont ceux sur lesquels il faut vraiment travailler. Bien, je crois que le temps est terminé. On a encore, je te vois pas. Ah, alors si, nous avons, merci. Donc, on me dit que le public a la parole. Donc, Jean-Pierre est là. Si vous voulez prendre la parole, vous exprimer, on vous écoute. Emmanuel, ici. Cette campagne fait prendre conscience peut-être à la filière bio qui avait un certain relâchement de communication jusqu'à présent, puisque là, on ne peut pas dire que la filière est vraiment investie en communication sur ces dernières années. Bon, un mois de campagne, je l'entends, et après ? Et après, comment poursuivre l'effort, avec quels moyens et de quelle manière ? Effectivement, c'est peut-être derrière une question plutôt pour le ministère, puisque c'est quand même un signe de qualité officiel et on a vraiment besoin de l'État pour avoir un financement. Nous, au niveau d'Interfel, le financement ne peut être qu'à hauteur de ce que représente aujourd'hui l'agriculture biologique. Donc il est évident que ce n'est pas les seules interprofessions qui vont pouvoir porter la communication de l'agriculture biologique. C'est bien un choix politique à la base et donc c'est bien au niveau politique qu'on souhaite avoir des soutiens qui soient pérennes, parce que comme on l'a dit, 1 million d'euros one shot, ça ne suffira pas à pérenniser potentiellement la consommation. Merci Cécilia. Avant de reprendre, je crois qu'il y a encore une personne qui veut participer dans le public. Je voulais aussi rappeler que ici au salon du coup Medfel, il y a un espace bio, donc il faut profiter. Il y a aussi une proposition des choix des produits bio avec un parcours bio, donc n'hésitez pas à venir sur place, donc en partenariat avec Interbio Occitanie. Je laisse la parole, il y a une autre personne. Oui, monsieur. Bonjour, Thierry Seguin, journaliste spécialisé. Alors les plus grosses productions en fruits et légumes, c'est les fruits secs en bio. C'est la noix. Et actuellement, en noix bio, on est en excédent. Une partie est vendue en conventionnel. Alors on parle souvent des fruits et légumes frais dans notre communication, mais en ce qui concerne les fruits secs et notamment la noix bio, où le taux de reconversion a été rapide et assez fulgurant, qu'est-ce qui pourrait permettre sur ce produit-là de sortir de l'ornière? Alors est-ce que quelqu'un a la réponse sur la noix bio? Cécilia ou Dorian peut-être? Allez-y Cécilia. Oui, moi j'ai pas forcément la réponse, seulement je peux dire qu'effectivement les noix font partie du périmètre de l'interprofession des fruits et légumes frais. Donc pour nous effectivement ce sont les problématiques qu'on a globalement sur les fruits et légumes frais. Il n'y a pas
On a une problématique, effectivement, je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fruits et légumes frais, on a plus d'une centaine de références avec des spécificités pour chacun. Mais malheureusement, encore une fois, avec le budget qui est alloué, qui est déjà insuffisant pour le global fruits et légumes, on ne va pas pouvoir malheureusement aller travailler des spécificités pour chacun. Mais il y a bien sûr des différences avec des produits qui ont pu se convertir effectivement très rapidement. Et ça pose un vrai problème parce que la consommation n'a pas pu suivre. Et des produits pour lesquels aujourd'hui on manque plutôt de volume à développer. Donc je n'ai pas la réponse malheureusement, mais ce sont des points sur lesquels on travaille de notre côté. Je sais pas. Dorian, peut-être rebondir là-dessus, et puis sur la question précédente aussi sur les moyens pour la communication, et on arrêtera notre débat. Donc ça, c'est pour la pérennité, j'allais dire, de la communication. Et comme ça a été dit très justement, on s'est beaucoup endormi sur nos lauriers avec une croissance à 2 chiffres pendant 5 ans qui était portée, quasiment auto-portée. Les distributeurs n'étaient que dans est-ce que je peux trouver du bio pour le mettre dans mon rayon. Ils n'étaient pas du tout dans la communication. Aujourd'hui, il y a un changement clairement de moteur. Et il faut arriver à définir des messages, à avoir une offre qui soit cohérente, dans le sens où voilà, aujourd'hui on est face à un consommateur qui est multiproduit. Il achète du bio, il achète un produit bio au début, puis il va augmenter son panier. On voit pas des consommateurs qui vont arrêter qui vont sortir du bio. Ça, pour le moment, on n'en voit pas. Ce qu'il faut également avoir en tête, c'est que ce programme de communication, il faut qu'il soit une première marche. Parce que j'entendais que oui, les interprofessions ne peuvent pas porter à elles seules la communication, et il y a besoin d'argent public qui doit venir compléter ça. Mais déjà, si les interprofessions abondent à hauteur de la part de bio sur les programmes de communication, on aura déjà des fonds qui sont vraiment conséquents et intéressants, en tout cas en termes d'outils. Voilà. Et sur la deuxième question concernant la noix, bon, j'avoue que moi je vais pas avoir de détails spécifiquement sur cette espèce. Simplement, ce que je peux faire, c'est vous dire que dans d'autres produits, le développement va s'appuyer sur de l'export, avec notamment cette variable d'ajustement, soit donc à l'importation dans certains cas, soit à l'exportation, ce qui va permettre, en cas d'inadéquation entre l'offre et la demande, d'aller purger, en fait, d'aller s'appuyer sur les exports pour pouvoir écouler les productions. Merci Dorian, merci. Je rappelle que vous étiez en duplex de l'agence bio à Paris. Donc rendez-vous le 22 mai pour le lancement de cette campagne bio, si tout va bien, c'est l'objectif. Merci Florence, merci Cécilia, merci Dany. L'espace bio est ici. Vous avez la liste de tous les exposants qui proposent des fruits et légumes bio. Merci d'être venus nombreux écouter cette conférence. À 11h30, c'est l'inauguration officielle de Medfeld 2022. Et prochain débat sur ce plateau, sur cette agora, à 14h avec les anticipations de plantation melon. Merci à tous.